Les réponses à 10 questions d'actualité sur le VIH. Question 1. Quel est le panorama actuel de l'épidémie de VIH? Les efforts majeurs entrepris depuis au moins 2 décennies ont conduit à des progrès importants. Depuis 2010, les nouvelles infections par le VIH ont diminué de 32% dans le monde, passant de 2,2 millions à 1,5 million en 2021 et, en 2021, 75% de toutes les personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement. En France, en 2020, le nombre de découvertes de séropositivité a été estimé à 4 856, soit une diminution de 22% par rapport à 2019, où l'on déplorait de l'ordre de 6 000 nouvelles infections. Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 2020, 43% sont des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, 38% sont des hétérosexuels nés à l'étranger, 16% des hétérosexuels nés en France, 1,5% des usagers de drogue injectables et 1,5% des personnes transgenres, toutes contaminées par rapport sexuel. Le problème majeur réside dans les diagnostics trop tardifs, c'est-à-dire à un stade évolué de l'infection par le VIH, signifiant une infection évolutive depuis longtemps. En effet, l'espérance de vie des patients ayant un bon contrôle viral est quasiment similaire à celle de la population non infectée, mais les patients ayant des formes avancées ont une espérance de vie réduite. En 2020, 30% des infections par le VIH ont été découvertes en France à un stade avancé, ce qui constitue une perte de chance de restauration immunitaire pour la personne infectée et engendre une transmission prolongée du VIH durant toutes les années durant lesquelles le virus se réplique sans traitement antirétroviral. Question 2. Quel a été l'impact de la pandémie de Covid sur la prise en charge des patients vivant avec le VIH? Les divers confinements et mesures restrictives ont engendré, pour les patients vivant avec le VIH, des difficultés d'accès aux consultations et aux prélèvements. Mais grâce au téléphone, aux consultations en vidéo, aux envois d'ordonnances par courrier postal ou électronique, il n'y a pas eu de rupture de traitement antirétroviral pour les patients déjà pris en charge. Les pharmaciens ont accepté de délivrer des durées de traitement plus longues. Et pour les patients les plus vulnérables, il a été possible de maintenir quelques consultations à l'hôpital. En revanche, on a constaté une baisse de 14% des dépistages en 2020. Pour le premier confinement, la plupart des gens restaient chez eux, donc le risque de contamination par le VIH était limité. Mais par la suite, la vie a repris, avec un taux de dépistage qui reste faible. Question 3. L'infection par le VIH est-elle un facteur de risque de forme grave de Covid? Quelles recommandations de vaccination et de traitement des patients VIH vis-à-vis du SARS-CoV-2? Les comorbidités et l'immunosuppression induites par l'infection par le VIH avec un taux de CD4 bas et ou une charge virale non contrôlée sont des facteurs de risque pour une évolution défavorable en CA de Covid, en particulier chez des personnes non vaccinées. En revanche, chez les patients séropositifs pour le VIH, virologiquement contrôlés avec une charge virale indétectable sous traitement antirétroviral, le VIH en lui-même ne constitue pas un facteur de risque de forme grave de Covid. Les recommandations actuelles pour la prise en charge clinique de la Covid chez les personnes vivant avec le VIH sont identiques à celles qui valent pour la population générale, y compris en matière de traitement et de vaccination. Les personnes vivant avec le VIH remplissent tout autant les conditions requises pour recevoir un traitement anti-SARS-CoV que les personnes séronégatives et les personnes qui sont à un stade avancé de la maladie à VIH devraient être considérées comme hautement prioritaires. Question 4. Prophylaxie médicamenteuse anti-VIH. Les taux de recours sont-ils suffisants? On distingue 2 types de prophylaxie médicamenteuse. Le traitement post-exposition et la prophylaxie pré-exposition, PrEP. Le TPE associe 3 médicaments antirétroviraux et est prescrit juste après une exposition potentielle au VIH, par voie sexuelle ou sanguine. Il doit être commencé le plus tôt possible, de préférence moins de 4 heures, et au plus tard dans les 48 heures. Le traitement est donné pour une durée de 28 jours. Il peut être écourté selon le statut du cas, dit index, premier cas de la chaîne de transmission suspectée, si celui-ci se révèle VIH négatif. Le traitement post-exposition est très efficace dès lors qu'il est pris correctement pendant toute sa durée. La PrEP s'adresse à une personne non infectée avant une exposition à travers des relations sexuelles à haut risque de transmission. La PrEP repose actuellement sur la prise d'une bithérapie antirétrovirale. 2 options de prise sont possibles.
soit une prise continue à raison d'un comprimé par jour, soit une prise intermittente avec 2 comprimés avant le ou les rapports, puis un comprimé juste après et, enfin, un dernier à 24 heures. L'information sur 6 mesures prophylactiques circule plutôt bien dans les milieux urbains, éduqués, homosexuels. Mais parmi les personnes nouvellement contaminées par le VIH, nombreuses sont celles, hommes ou femmes, qui ne s'estimaient pas à risque et qui n'envisagent donc aucune mesure prophylactique. Si nous voulons éviter les nouvelles infections, de l'ordre de quelques milliers, il faut donc reprendre la communication et l'information publique, qui ont totalement disparu sur 6 protocoles. Le médecin généraliste est particulièrement bien placé pour signaler aux patients à risque l'existence de tels protocoles. De nombreux outils de communication sont à leur disposition. Question 5. Que signifie avoir une charge virale indétectable et quelle proportion de patients obtiennent aujourd'hui une charge virale indétectable? Lorsqu'une personne vivant avec le VIH suit une thérapie antirétrovirale efficace, sa charge virale baisse tellement qu'elle devient indétectable, moins de 50 copies par millilitre de sang. De nombreuses études ont montré que les personnes vivant avec le VIH qui suivent une thérapie antirétrovirale efficace et dont le niveau de VIH est ramené à des niveaux indétectables ne peuvent pas transmettre le virus par voie sexuelle. Indétectable, c'est non transmissible. Après 6 mois de traitement antirétroviral, 4 20 10% à 4, 20-15% des patients ont une charge virale indétectable. Question 6. Quel suivi pour un patient ayant une charge virale indétectable? En pratique, une consultation et un bilan comprenant une mesure de charge virale quantifiant l'ARN du VIH dans le plasma sont effectués tous les 6 mois. On recommande une consultation 2 fois par an. Précisons qu'un patient ayant un bon contrôle de la réplication virale, charge virale indétectable, sous traitement n'a pas besoin de PrEP ou de TPE en cas de conduite à risque ou de rapport possiblement contaminant. Question 7. Quels sont les rôles respectifs des professionnels de santé hospitaliers et libéraux vis-à-vis des patients porteurs du VIH? Les patients traités, observants, bien informés, font le plus souvent preuve d'une bonne gestion de leur maladie et de leur suivi, et il est souhaitable de les autonomiser et de les responsabiliser le plus possible. Ceux-là peuvent venir en consultation hospitalière 1 fois par an et alterner, si besoin, avec leur médecin généraliste. La situation est plus critique pour ceux qui ont du mal à prendre régulièrement leur traitement. Pour eux, le suivi doit être plus strict. Les professionnels de santé libéraux peuvent contribuer à renforcer l'observance et le suivi. Ils sont également en première ligne, surtout en CE qui concernent la prévention et le dépistage. Il faut éviter les occasions manquées qui conduisent à un diagnostic tardif. Toute consultation médicale peut donner lieu à un dialogue sur la santé sexuelle en général. Question 8. N'est-il pas intrusif d'interroger les patients sur leur vie sexuelle en consultation quand ils ne viennent pas pour ça? Ce n'est pas plus intrusif que de leur demander comment ils vont, s'ils ont des symptômes, des selles molles, des douleurs mictionnelles ou des troubles de l'érection, ou encore de palper des seins ou des testicules. Les seules barrières sont nos propres tabous. La santé sexuelle, de façon générale, est un domaine aussi important que la santé digestive, cardiovasculaire ou mentale. On peut commencer par une question générale. Êtes-vous à jour de vos vaccins? Puis, continuez en ciblant petit à petit. Vous vivez seul ou en couple? Il vous arrive d'avoir des relations sexuelles avec de nouveaux partenaires? Plutôt filles ou garçons? Vous pensez aux préservatifs ou pas toujours? Vous avez fait récemment des tests pour l'hépatite? Le VIH? Et, à partir de là, on peut proposer le dépistage, parler des protocoles prophylactiques. Question 9. Quelles sont les avancées thérapeutiques actuelles et attendues dans un proche avenir vis-à-vis du VIH? Grâce à l'efficacité des traitements actuels et de leur bonne tolérance, le virus peut être contrôlé rapidement et les patients porteurs du VIH ont maintenant une espérance de vie normale, avec un traitement qui doit être pris à vie, jusqu'à 50 à 60 années pour les patients qui ont été infectés jeunes. La finalité du traitement est l'indétectabilité de la charge virale et, finalement, peu importait le nombre de molécules antirétrovirales pour y parvenir. Avec des molécules plus efficaces, plus robustes et compte tenu de la nécessité d'un traitement à vie, s'est développée l'idée d'alléger la trithérapie classique pour limiter la toxicité médicamenteuse à long terme. Plusieurs stratégies allant dans ce sens ont fait la preuve de leur efficacité. Des bithérapies orales ou encore des antirétroviraux,
ARV, injectables qui permettent une seule injection intramusculaire tous les 2 mois, possiblement en ville. Les traitements intermittents consistent en une trithérapie prise 4 jours de suite par semaine, avec une pause de 3 jours. Des ARV injectables en sous-cutané sont en cours de développement, ceux qui permettraient aux patients de s'auto-injecter. Question 10. À quels patients les antirétroviraux, ARV, injectables sont-ils proposés? Selon quel schéma thérapeutique? Les ARV injectables de longue durée d'action sont proposés uniquement aux adultes infectés par le VIH-1 et ayant une charge virale indétectable sous ARV oral stable. La première étape peut débuter avec une administration des molécules en comprimé afin d'évaluer la tolérance de cette combinaison sur 1 mois. Si tout se passe bien, on passe alors aux formes injectables avec une phase d'initiation comportant une administration par mois pendant 2 mois en milieu hospitalier. La posologie d'entretien est ensuite d'une administration tous les 2 mois en intramusculaire, IM. Les traitements sont disponibles en pharmacie et l'injection IM peut être pratiquée par un infirmier de ville. Le traitement injectable n'a pas forcément un grand intérêt pour les patients bénéficiant déjà de traitements allégés ou intermittents et qui en sont satisfaits. En effet, la nécessité de recourir à un infirmier s'accompagne d'une perte d'indépendance. En revanche, il peut être d'un grand intérêt chez les patients ayant une mauvaise observance de leur traitement oral. Chez 6 patients, on privilégie alors les injections en milieu hospitalier, ce qui permet de s'assurer de la continuité du traitement. Il peut aussi intéresser des patients qui se sentent stigmatisés ou angoissés par leur traitement oraux quotidien et qui préfèrent en prendre le moins souvent possible, ou ceux qui ne parviennent pas à prendre convenablement des traitements intermittents.